les joueurs d'échecs ont un ego surdimensionné parce que, truc de c'est un jeu d'intelligence, mais en même temps, ça rend hyper humble parce qu'en fait, aux échecs, tu perds pas, parce que, par chance. Il y a pas de chance aux échecs quand tu perds. C'est forcément l'autre qui a été meilleur. Salut à toutes et à tous, 6e numéro des Vrais. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois, comme chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous proposer du contenu tout l'été. Aujourd'hui, mon invité, c'est le GOAT. Alors, c'est pas LeBron James, hein, c'est le GOAT autoproclamé. Sur les réseaux, des centaines de milliers de personnes le suivent pour son humour et ses parties d'échecs enflammées. Théo Fulpin, alias Gartin59. Bienvenue parmi les vrais. Eh bah, bienvenue, j'allais dire bienvenue Redouane, c'est absolument pas ce que je veux Merci, dire. merci de m'accueillir Théo. Mais oui, on s'accueille mutuellement finalement, C'est trop cool. c'est ça la Merci, rencontre. merci, c'est une belle rencontre déjà. Gartin 59, Gartin 591 aussi parfois. C'est hyper compliqué de te trouver sur les réseaux, t'as 10 000 pseudos différents. Ouais, mais mec, en fait, 591, la story time, elle est vraiment pas compliquée. C'est qu'à la base, c'était 59, à Ouais, savoir le département du Nord, parce que j'ai vécu toute ma vie dans le Nord. d'accord. Et puisque je pense, comme beaucoup qui nous écoutent, ça m'est déjà arrivé de perdre mes mots de passe. Et, Ah non, je le vois venir. et Gartin 59 étant déjà pris par moi-même, eh bien, il a peut-être fallu créer un Gartin 59 1. Oh non, Ce c'est qui fait cata, que du putain. coup, l'arrobase, il y a un 1, mais sinon le pseudo, parce que tu sais, tu as l'arrobase et tu as le pseudo affiché, du coup, il y a un 1 ou il n'y a pas de 1 selon quoi. C'est cata. mais Gartin Je suis 59. qu'un homme après tout, je fais des erreurs. C'est ça, en tout cas, je suis ravi de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 22 ans, tu fais partie de cette nouvelle génération d'influenceurs échecs qui cartonnent en ce moment. On t'a découvert notamment pour certains dans le tournoi d'Inox, parce Ouais. que Inox organise de grands tournois d'échecs. Il y a pas mal de personnes qui t'ont découvert à ce moment-là, mais dans la vie, dans ta vie, il n'y a pas que les échecs. Il y a aussi pas mal d'humour sur les réseaux, tu fais pas mal d'humour. Moi, par exemple, ma femme n'avait jamais entendu parler de toi comme joueur d'échecs, mais elle voyait tes vidéos passer sur TikTok et elle trouvait très drôle. Dans ta vie, il y a aussi la natation, il y a bien évidemment les réseaux, il y a le handicap, on va en reparler. On a 1 heure de toute manière pour parler de tout ça. On a du temps, c'est Mais beau. la première question, c'est, voilà quoi, t'as 22 ans aujourd'hui, mais à 15-20 ans, il ressemblait à quoi, le petit Théo? Ah, il y a 15-20 ans, le petit Théo, je pense que c'était quelqu'un qui s'est très vite beaucoup posé de questions sur tu sais, tout le monde qui l'entoure, directement confronté, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais aux injustices, que ce soit des injustices personnelles, mais aussi les injustices vis-à-vis du monde. Donc je pense pas mal observateur, un petit peu dans son coin, je dirais. Euh, Pas très sociable? Parce qu'aujourd'hui, t'es hyper extraverti, hyper solaire. ouais. Tu dirais pas sociable à l'époque? Je sais en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours été un petit peu timide, mais que cette timidité, une fois que j'étais à l'aise avec les gens, j'arrivais à l'outrepasser, et en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à créer, on va dire des mécanismes sociaux pour, facilement, mettre à l'aise les gens, moi me mettre à l'aise aussi. Mais, en fait, je pense que la timidité, on en a toujours, face à certaines situations qui nous mettent, plus ou moins, à l'aise. C'est-à-dire qu'avec des gens qui sont hyper extravertis, je suis le moins extraverti de tous et je peux même paraître pour timide ou bien on peut dire que je parle pas parce que des fois tu sais, as des situations où tu te sens un petit peu oppressé et donc ça m'arrive encore aujourd'hui quoi. Au départ, dans les premières années de ta vie, il y a l'hôpital, parce que tu es atteint du syndrome de Stickler. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que ça signifie et ce que ça fait chez toi? Ça va être compliqué parce que même moi je sais pas le définir en vrai de vrai. Parce que je pense que j'ai toujours eu un truc de détachement, de jamais vraiment vouloir m'intéresser à ce que c'était. Ça, c'est assez Euh, courant. ouais, parce qu'on a l'envie de s'en débarrasser, on a envie d'être comme tout le monde, on n'a pas envie d'en parler. Et on n'a pas envie que ça te définisse. On n'a pas envie d'être défini par ça. Et c'est d'ailleurs pour ça pendant longtemps que j'ai pas voulu en parler sur les réseaux. Mais forcément, c'était une maladie qui m'a pas mal suivi quand j'étais petit. Parce que forcément, j'avais des moments où j'avais des opérations, où je devais arrêter les cours. Ils faisaient des trucs trop mignons. Ils faisaient des trucs où ils devaient m'écrire des petits mots. Genre, tu sais, toute la classe m'écrivait des petits mots pendant les opérations. Et ça Euh, t'énervait ou tu kiffais? Il y avait un peu des deux. Ouais. Et je vois que tu Ça connais. m'étonne pas.
C'est marrant que directement tu dises: «Est-ce que ça t'énervait?» mais c'est vrai c'est le premier réflexe qu'on a parce que, ça te pointe du doigt à quel point Ouais, tu es différent, ça te pointe du doigt que tu pas là, qu'eux ils sont en train de travailler, qu'ils sont tous ensemble et qu'en plus tu rates des choses donc ouais, j'étais, dans cet entre-deux-là et puis pendant longtemps, forcément, j'ai renié cette partie de ma vie. J'avais juste envie de rentrer dans un moule, c'est-à-dire que j'avais une maladie, en plus de ça, je devais porter des appareils auditifs plus, les bagues donc c'était des trucs qui étaient pas mal visible parce que mmh, les appareils auditifs, c'était pas, aussi peu visible qu'aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose, tu voyais que ça et en fait, quand bien même d'ailleurs, il y en a certains qui les voyaient pas parce qu'ils étaient blonds et je suis blond, enfin ils étaient jaunes et je suis blond. En fait, à partir du moment où, tu sais, tu dois les recharger, il y a quand même la manip où les gens voient ce que tu fais et donc il y avait beaucoup de questions. En fait, le simple fait de poser des questions, ça dérange bien sûr. parce que tu te sens, Pointer du doigt, être ouais, tu sens qu'il y différent. a un Mais regard de différence. moi, je voulais t'en parler dès le départ parce que, justement, je pense que le petit Théo d'il y a 15-20 ans, il aurait aimé avoir des représentations. Peut-être que je me trompe, mais des modèles. Et je me Bah, dis qu'il y a sans doute des enfants qui sont atteints par le même syndrome aujourd'hui, qui vont te voir et qui vont potentiellement pouvoir se projeter et se dire: «Bah, en fait, c'est cool, quoi». tu totalement raison. C'est vraiment totalement pour ça que j'en ai parlé, parce que, comme je t'ai dit, à la base, cette peur d'être défini par ça et après, prendre du recul, enlever un petit peu son ego aussi de, «Je suis quelqu'un de fort, j'ai pas de faiblesse et j'ai une carapace». Mmh. Donc déjà faire ces 2 travaux-là. J'avais pas non plus envie de passer pour quelqu'un, qui se victimise, mais je me disais: «OK, mais si tu le fais, c'est parce que, tu aurais aimé avoir, cette figure, tu aurais aimé, voir quelqu'un, qui pose des mots, voir que tu es pas tout seul, voir même des gens dans les commentaires, qui soutiennent et se rendre compte que c'est pas une honte, que tu peux, faire de ce que tu considères comme une faiblesse, tu peux en faire une force». Après forcément, c'est un processus qui est compliqué parce que quand tu es jeune, tu vas vouloir, chercher des coupables, tu vas vouloir te demander, tu vois, à qui est liée, ta maladie génétique. Forcément, le premier coupable que tu cherches, c'est les parents. Après, tu as une haine, on va dire, envers, les gens qui, tu vois, c'est juste des enfants qui te posent, leurs questions, tu vois, bêtes et méchantes d'enfants qui comprennent pas pourquoi tu as des appareils. Sauf que ces questions, elles sont redondantes, tu les entends, jour et nuit et au bout d'un moment, elles commencent à te gaver et après, j'ai envie de dire une certaine forme de haine, sur les autres. Cette haine, elle se renverse sur toi-même et du coup, forcément, ça amène des phases qui sont plus difficiles et mais bon, j'ai envie de dire que maintenant, je suis un peu, bon, on n'en sort jamais vraiment, mais j'ai pris plus de recul, parce que j'ai grandi aussi. Bien sûr. J'ai envie de te poser une dernière question sur ce handicap et sur cette, période. Ouais, Quand tu étais gamin, le plus compliqué, le plus dur, le plus violent, c'était le regard des autres ou le regard que tu avais sur toi-même? j'ai failli répondre très vite, tu sais, mais je me rends compte que souvent, on répond vite sans réfléchir et Bien sans sûr, penser, tu fais bien de réfléchir. à la réponse. Tu m'as dit qu'on avait combien? 1 heure? Hem, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse tranchée. Forcément, en fait, à la fois l'un, est en corrélation avec l'autre et l'autre est en corrélation aussi avec l'un. Parce que je te pose la question du regard, parce Ouais, que c'est au cœur de ton métier aujourd'hui, oui. le regard des autres. Je pense que c'est avant tout, ouais, c'est les autres qui te le font ressentir dans un premier temps. C'est-à-dire que, typiquement, mon strabisme, je m'en étais pas rendu compte avant que les autres, me le pointent du doigt. D'ailleurs, il y a plein de complexes, dont on a peut-être, jamais eu vent jusqu'à ce que quelqu'un nous dise: «Ah tiens, tu as un problème, ici où il y a quelque chose qui est pas normal» et du coup, tu fais une fixette dessus. Alors des fois, c'est aussi nous qui faisons une fixette sur des choses que les autres voient pas aussi. Mais c'est vrai que moi, ça a été dans un premier temps ça, surtout le regard des adultes où je sentais, tu vois, je t'ai parlé des enfants, mais les enfants, il y a une forme d'innocence. Il y a juste le truc de c'est énervant, c'est toujours redondant, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours la même chose. Mais l'adulte, tu vois, tu vois dans l'adulte un peu de connaissance, tu penses qu'ils ont toujours raison et qu'ils savent tout. Et de voir des fois leur visage de dégoût ou bien de les voir, tu vois, demander à certains enfants un petit peu implicitement de s'écarter de toi, comme si tu étais, on va dire, le monstre du village ou le Quasimodo, par exemple. Ça, forcément, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Et de toute façon, je pardonnerai jamais, vraiment, à ces adultes qui n'ont pas eu, j'ai envie de dire, l'humanité pour comprendre les besoins d'un enfant, pour les regarder avec, le regard de c'est un enfant, comme un autre. Donc mais après forcément, ça a aussi créé un regard sur moi-même qui a été, assez difficile.
parce que de la remise en question des autres, je me suis remis en question moi-même. Et donc pendant longtemps, je me suis détesté. Ça pose des questions aussi vis-à-vis de l'amour qu'on peut avoir pour son corps. Mais en même temps, ça a eu, tu vois, j'aime toujours trouver le positif dans les trucs. C'est qu'aussi, bah, du coup, je me détestais tellement physiquement que j'ai eu le besoin peut-être de me créer un surcaractère. C'est-à-dire vraiment d'avoir une personnalité forte, de me trouver par d'autres biais, que ce soit par le biais de l'humour, par le biais de la performance, on pourra en reparler. Bien sûr. Donc ça m'a développé, je pense que... C'est faut que toute l'histoire des super-héros. Tous les super-héros sont handicapés au départ, hein. Ils ont tous une part et puis ils en font un super pouvoir. Mais j'aime bien dire, même quand je côtoie en entendre, c'est des gens, que ce soit des influenceurs, des acteurs ou quoi. Tu sais, il y a un peu ce truc dont on était tous des losers un peu. C'est vrai. T'es tous des... Tu sais, les vas-y-lui du collège, quoi. Donc ça fait plaisir de voir. Et d'ailleurs, s'il y a des vas-y-vous du collège, les gars, dites-vous Bah, toi, que le on en karma va bien reparlera faire les plus tard, choses. mais t'étais un vas-y-toi un peu particulier parce que t'avais des passions un peu particulières. Ouais, du T'avais... 18e siècle, les passions un peu. ou- Pas que, pas que. Ouais, On en reparlera. Bah, c'est vrai. justement, la passion du 18e siècle dont tu parles, c'est les échecs. Ouais. Euh, Tu découvres les échecs comment? Moi, je le sais parce que j'ai eu la chance de te recevoir il y a quelques semaines sur France Inter Ouais, et c'est hilarant. oui. Non, c'est vrai que les échecs, en fait, ça me fait rire parce qu'il y a Kevin Tran qui a un petit peu la même histoire, qui fait aussi des vidéos, Le Rire Jaune. Ouais, En fait, bah, j'étais un grand fan de manga, d'animé, plutôt d'animé à l'époque parce que je lisais pas les mangas. Et du coup, je regardais deux animés principalement, c'était Naruto et Dragon Ball Z. J'ai vraiment grandi avec les deux. Dragon Ball, j'avais les cassettes, je regardais en boucle celle contre Goku. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est des souvenirs qui sont lointains et Dragon Ball Z est un peu le grand-père des mangas, ouais, mais ça va replonger plein de gens dans une douce nostalgie, vraiment. mais mec, je vous ramène, je vous emmène avec moi dans cette nostalgie. Et donc en fait à l'époque ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient mis en place en échiquier Dragon Ball Z. Donc il me semble que c'était l'équipe de Goku Vegeta contre l'équipe de Boo, qui est donc un des personnages antagonistes dans Dragon Ball Z. Et en fait chaque semaine ou toutes les 2 semaines, j'ai pas vraiment le calendrier exact, pardon, ça remonte à il y a pas mal de temps, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines il y avait une figurine avec l'explication de la pièce d'échec. Et donc ça constituait un échiquier à la fin. Et mon père, du Donc coup, il c'était m'a... concrètement les Ouais, fascicules à la con qu'on trouve chez ton marchand de journaux ouais, qui ont fait naître une vocation. exactement. Putain, c'est drôle. Et c'est mon père qui s'est dit, lui, ça va être impossible, vu que j'étais un peu hyperactif, j'allais à gauche à droite, c'était un peu impossible de me faire apprendre les échecs qui avait l'air d'être un jeu, tu dois réfléchir et c'est très pragmatique. Mais ton père, il jouait aux échecs? Ouais, il D'accord. est... Alors, à l'époque, il était 1500 à peu près Elo, du coup, il jouait vite fait en compète. Et il a toujours voulu, tu vois, avoir son fils qui se met aux échecs. Et, euh, et donc il a trouvé le magnifique stratagème de la collection Dragon Ball. Et puis après j'ai continué un petit peu mon ascension dans ce Le petit monde. projet Kasparov Ouais, voilà. À l'époque, c'était des projets chez Bobby le Fischer, papa. mais Ah, Bobby Fischer, putain, c'est un depuis que j'ai ancien. appris ce qu'il avait dit, que l'homme L'homme était était un peu pas... dégueulasse. Voilà. On va pas en reparler, on va pas casser le mythe Mais voilà, pour en certains. tant que joueur d'échecs, c'est vrai que je suis forcé de constater que petit, j'ai joué le Gambirois parce que Bobby Fischer et je m'entraînais sur les exercices tactiques de Bobby Tu Fischer. découvres Donc, les échecs à quel âge avec cet échiquier waouh. Dragon Ball? Je pense, ma première photo de moi avec un échiquier, je me rappelle très bien, je devais avoir 2 ans, mais j'ai dû apprendre vers 6, 7 ans, 7 ans, ouais. L'équivalent de poussin, pour ceux qui veulent chercher en catégorie, c'est à poussin, Bien pupille, sûr. benjamin. C'était l'équivalent de poussin, donc ça va être 6, 7 ans. Et à quel moment t'as compris que t'étais fort? Comment j'ai compris que j'étais fort? En vrai, je l'ai pas compris. Je pense que c'est plutôt les gens qui te font comprendre ça. Parce que bah, tu gagnes tes parties, tu es un petit peu meilleur dans le club que la plupart des gens, en travaillant peut-être un petit peu moins. Mais t'as pas une partie, un truc, un moment de bascule Non, où t'exploses en daron et tu te dis, bon, voilà. non, non, j'ai jamais eu ce truc-là. Parce que en fait aussi, tu vois, les victoires, je les savourais pas trop. Je préférais, je détestais des pertes, tout simplement. Ce qui fait que, ouais, Et pour comprendre, les échecs, un sport où tu perds beaucoup, c'est comme le tennis, comme le golf, mm, où tu passes plus de temps à gagner qu'à perdre. J'ai du mal à savoir. bah, en fait, quand tu arrives à ton classement, et si tu te stabilises, bah,
tu vas plus, tu vois, ça va être 50-50 quoi. Mais si tu es en progression, tu vas plus gagner. Enfin, il y a pas vraiment de schéma aux échecs. On va dire que à partir d'un certain niveau, tu gagnes, tu fais nul parce que le résultat match nul est aussi quelque chose qui est pas mal redondant. Ça arrive souvent redondant, je l'ai dit 48 fois dans l'interview. Je remarque mes petits tics de langage en même temps. Mais ouais, c'est à trois résultats et ça dépend vraiment. Mais au début, je gagnais beaucoup. Et même en vrai, quand je me suis arrêté, j'étais à mon meilleur niveau. J'ai arrêté pour d'autres raisons, si tu veux, on pourra en parler. Mais du coup, je pense que j'ai plus gagné que perdu aux Mais échecs, pourquoi quoi. tu t'es arrêté justement? Parce que, en fait, déjà, il y a quelqu'un qui arrivait dans mon club à l'époque. Et tu vois, il était très fort, très intelligent et tout. Et je pense que inconsciemment, ça m'a un peu rappelé moi quand j'avais commencé. Et tu vois, je sentais qu'il allait facilement me dépasser. Et en fait, j'avais deux choix. C'était soit je travaillais les échecs, soit j'arrêtais. Et en fait, je me suis posé la question de est-ce que j'aime vraiment travailler les échecs? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et aussi, on était à la période du collège, donc il y a lui aussi, je pense, qui a été un accélérateur. Là, j'y repense comme ça, mais je pense que c'était un accélérateur de pourquoi j'ai arrêté. Parce que j'avais pas envie de me faire battre. Il y avait une histoire peut-être d'ego aussi là-dedans. Lui, maintenant, je crois qu'il est maître international. Donc voilà, c'est un joueur qui est vraiment très très fort. La classe. Ouais, il a eu le palmarès qu'il mérite. Et donc ouais, non, ce besoin peut-être de repère au collège. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de figure dans les échecs. Ça me faisait pas rêver les joueurs d'échecs. C'était pas cool. C'était pas cool, non. Et j'arrivais au collège, il fallait être cool au collège. Et pendant longtemps, j'ai pas plié. Et arrivé au collège, j'ai plié. Et aussi, j'ai plié pour les raisons de en fait, tu as le travail scolaire, les échecs à travailler, c'est l'équivalent d'un travail scolaire, c'est-à-dire que c'est chiant. Tu travailles des ouvertures, tu travailles de la théorie. Les exercices tactiques, c'est cool, mais faut aimer se prendre la tête, mais moi j'aimais bien ça. Mais en fait, 99% du travail des échecs, j'aimais pas ça. Et même si dans n'importe quel sport ou dans n'importe quelle discipline, il faut être capable de se mettre une rigueur, dans les échecs, j'en étais pas capable, et donc c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Parce que en fait, je voyais un plafond de verre, et je me voyais pas jouer juste pour le fun. Parce que j'avais toujours été tu vois, en compétition et tout, donc je me suis dit, bah j'arrête. À ce moment-là, tu bascules dans une autre passion dévorante, c'est Clash Royale. Bah, entre deux, il y a eu ping-pong un peu, Il y a eu pendant le 2-3 ans. ping-pong. Ok. J'étais nul, voilà, je te préviens. C'est Ah l'un ouais, des pas les frères trucs, Lebrun, quoi. mec, j'avais juste les lunettes et la même coupe qu'eux. Mais, mais sinon, rien à voir, tu vois. Non, ouais, non, ça, mais c'est un des trucs où je suis le plus fier, le ping-pong, parce que c'est vraiment un domaine où j'étais nul, Ouais. et ça Mais m'a t'as fait continué. plaisir de travailler dans un truc où j'étais nul. Ouais. Tu vois, parce que c'était vraiment né, je fais une toute petite aparté, c'était né de je me fais fumer par tout le monde, tu sais, en camp de vacances, pendant la tournante et personne ne voulait jouer avec moi. Ouais. En fait, ça m'a foutu les nerfs et du coup, j'ai progressé de fou et en fait, après, il y a un peu le truc inverse où du coup, tu deviens trop fort pour la tournante et ça voulait pas jouer avec moi non plus. Mais du coup, ouais, c'était juste parce que, en fait, j'avais le seum, je voulais jouer avec mes potes et ils étaient en mode: «Bah, on joue pas ensemble parce que c'était pas assez bon» et du coup, j'ai fait 3 ans de ping-pong juste pour ça, pour pouvoir, Juste pour se la péter en vacances. ouais, totalement. D'accord, ok, Le mec bon, je avait un respecte. problème d'ego monstre. Waouh! Putain, mais tu te prends pour qui? Je respecte, je comprends l'idée, j'aurais pu faire pareil. Ah bah ça fait plaisir. Mais du coup, Clash Mais Royale, donc oui. Clash Royale, Non, Clash Royale, déjà à quel moment? Parce que dans ta génération, je crois que tout le monde a joué à Clash Royale. ouais. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui ont joué à Clash Royale. Mmh. À quel moment, toi, tu te dis, je vais devenir trop chaud à Clash Royale parce que t'as fini dans le top mondial? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été 1er mondial pendant quelques temps. C'est Je dis ça hallucinant. au calme, mais c'est ça le problème. C'est quoi? C'est soit je le dis avec comme ça, ou soit je le dis au calme, et dans tous les cas, mais oui, j'ai été 1er mondial, il est vrai. Ouais, bah donc le GOAT, vraiment, c'est pas volé, quoi. Ouais, bah merci, mais bah, en vrai, j'étais 1er mondial, mais j'étais pas le meilleur joueur mondial du tout. C'est-à-dire qu'il y a le premier, tu sais, au classement, et Bien après il y sûr. a le truc compétitif. Donc voilà, mais il y a eu des périodes où j'étais dans les meilleurs joueurs Mais mondiaux. comment t'en es venu à là? T'as tryhard le Et jeu à mort, c'est... ouais. Bah, en fait, à la base, tu vois, j'ai toujours voulu jouer à des jeux vidéo. Genre le monde de Twitch, le monde des jeux vidéo, ça m'a toujours passionné. Sauf que mes parents, ils ont jamais voulu m'acheter un PC ou une PS4. Ce qui fait que j'étais condamné à regarder les Best of FIFA. J'étais condamné à regarder Gotaga sur Call of Duty sans pouvoir jouer à Call of Duty. Et de toute cette frustration est Tu né. jouais pas à Call of quand t'étais ado? Il n'y avait pas Putain, sur mobile à l'époque. quelle tristesse. Mec, j'ai une mauvaise enfance. Et donc Clash Royale, parce que Et c'était le jeu sur mobile qui cartonnait à l'époque. ouais, parce que bah, en fait, je suivais beaucoup Clash of Clans.
Et en fait, Clash of Clans, j'ai commencé trop tard et il fallait beaucoup gemmer, il faut avoir trop d'argent pour gagner sur Clash of Clans. Et donc, en fait, quand j'ai entendu parler de la sortie de Clash Royale, avant même de me dire si le jeu est bien ou pas, je me suis dit, tiens, ce jeu-là, je le tryhard dans tous les cas. Et en fait, j'ai tout de suite vraiment super accroché parce qu'il y a vraiment un truc de. Tu dois bien manager ton élixir, tu dois faire des concessions un petit peu comme. Je fais faire des parallèles avec les échecs, mais tu vois, des fois, aux échecs, tu donnes un pion pour de l'activité. Bah, Clash Royale, quand tu vas laisser te prendre des dégâts sur ta tour pour avoir de l'élixir et contre push, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc, je trouvais qu'il y avait. Tu vois, il y a aussi un esprit de brain, un esprit de. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai tout de suite accroché et j'ai tryhard, mais vraiment sale Clash Royale, ouais. Mais à l'époque, t'en faisais pas des vidéos. Non. Pourquoi? Bah, j'ai toujours eu l'envie de faire des vidéos. Hem, mais en fait, bah, j'étais bloqué, je pense comme beaucoup, peut-être qui nous écoutent, par, la peur de se faire afficher, dans le collège. Je sais qu'il y en a, dans mon collège typiquement qui faisaient des vidéos et tu vois quand la prof elle était pas là, ça mettait, leurs vidéos, sur, le vidéoprojecteur et du coup c'était un peu la honte parce que tout le monde se foutait de leur gueule et j'avais pas envie d'être celui, qui me fait, bully parce que je fais des vidéos, Clash Royale. Je me disais: «Putain, j'avais pas envie de ça» et aussi, bah, Parce que moi, je suis j'ai trop vieux pour le savoir, parce que moi, quand j'étais au ouais, collège, il y avait pas YouTube, mais ça existe vraiment ça? ouais, je pense que j'imagine qu'aujourd'hui ça va être encore pire. Genre là, on est à une nouvelle, je pense que moi ça devait être les prémices mais ouais les maintenant c'est devenu cool d'être youtubeur, mais il y a peut-être en fait je saurais pas dire Oui, il y a ce que dix ça il y a donne il y a aujourd'hui. 10 ans, c'était pas cool. Il y a 10 Ouais. ans, c'était pas cool du tout, Mais encore, en fait, je pense que ça va dépendre de comment ton contenu est perçu par les gens. bien Tu sûr. vois, il y en a, on va les afficher parce que, tu vois, c'est le petit nerd du bout de la classe. Il y en a un, tu vois, le mec populaire a découvert qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Bah, tiens, on va le ficher devant tout le monde. Donc j'avais cette peur-là de un. De deux, je connaissais très bien Internet et je savais qu'Internet, bah, c'est dangereux. Surtout quand tu es jeune, quand tu as 15 ans, tu peux très rapidement bah, te faire moquer. Il faut avoir les épaules pour encaisser. Et bah, 3e point, à l'époque, sur Twitter, j'avais mis ma tête, parce que j'avais signé dans une équipe professionnelle et je m'étais fait terminer sur Twitter à 15 ans et moi, ça m'avait fait rire et tout. C'est là où d'ailleurs où j'avais découvert que j'avais un strabisme parce que les gens, ils étaient en mode: «Il regarde à gauche ou à droite», bref. Maintenant, j'ai l'habitude, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Mais faut croire que je ris jaune parce que du coup, j'ai réfléchi à 2 fois, avant de me dire: «OK, quand tu te lances sur les réseaux». Bah, déjà, la règle de base, c'est Twitter, éviter au début. Parce que Voilà, faut avoir le cuir épais, quoi, pour Twitter. qui est Il y a devenu des X espaces un entre-temps, peu, ouais, qui est devenu X et qui va pas mieux. ouais. Mais il y a des espaces, plus sains, plus cool. Mais qui va pas mieux, mais je te jure qu'en 2016, c'était pire. Ah, en termes de 2016, vannes, moi, je me suis mangé des sauces, moi, je suis un gars de Twitter, ouais. donc je me suis mangé des sauces, délirantes. Délirantes, mais malheureusement toujours hilarantes. En fait, les mecs, ils te terminent, mais c'est tellement drôle que t'es. Bah oui, Ah, allez, bâtard. c'est très violent, tu te mets en boule et cetera, mais c'est très, très drôle. Tu peux rien faire. Ils sont drôles. Ouais, ouais, vraiment. Mais oui, oui, je suis d'accord, en 2007, c'était pire. Là, c'est un peu plus dégueu, mais en 2007, c'était pire. Ouais. Et donc c'est pour ça que tu t'es pas lancé sur la création de contenu, parce que tu pas. Ouais. Parce que sincèrement, c'est dommage, parce que Clash Royale, à l'époque, les vidéos cartonnaient. Ouais, ça cartonnait, mais après, j'avais aussi pas le matos. Et pas. Ouais, ouais, non, vraiment, la peur. La peur des réseaux et de. Et je me disais, quand je le ferai, fais-le bien. Ah non, mais aussi, non, la deuxième peur que j'avais, j'en ai pensé. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui, pendant longtemps, a fait que j'ai pas montré mon visage. C'était qu'à la base, je me suis dit: Théo, tu vas faire un métier sérieux. Tu peux pas te permettre de faire un métier sérieux et d'avoir ton employeur qui va te retrouver en train de crier sur Clash Royale en 2012, tu vois. Donc j'avais ça, et pendant longtemps, même quand j'étais en licence 1 de droit, j'étais en mode: ah, imaginons que demain je suis président de la République. Ah, ça ressort, je suis le god des échecs. Oh, Mais c'était quoi le métier sérieux que tu voulais faire à l'époque? je sais pas, moi je voulais être président de la République à la base. Ah ouais, Président ou tu vois, être avocat. d'accord. Et j'ai trouvé que ça enlevait de la. Bah, à la fonction, ça donnait un côté Oui, pas oui, sérieux. j'imagine que pour un client, c'est un peu compliqué de tomber sur ton avocat qui fait le zouave sur Clash Royale à l'époque. Voilà, exactement. Euh, donc voilà, et pourquoi t'arrêtes le gaming? Parce qu'en réalité, quand tu fais partie du top mondial, que t'es dans une équipe pro, Ouais. tu t'as pas envie à un moment de te dire, bah, je vais surinvestir cette discipline, je vais peut-être basculer sur d'autres jeux? Bah, en fait, déjà, j'ai
Sur Clash Royale, on va Tes dire, parents, ils t'ont acheté un PC ou une console après ça ou... non, je leur ai jamais D'accord. demandé. Enfin, je leur avais demandé si en année j'ai eu une PS4. Mais en fait, tu sais, j'ai eu un peu le truc de j'ai joué en mois. C'était pendant l'année Covid. Mm. J'ai joué en mois, ça m'a saoulé en fait. Parce que j'avais tellement tu sais, donné de trucs, ça va être trop plaisant de jouer, plaisant Bah de oui, jouer. En fait, j'ai lancé 2 FIFA, ça m'a ça vraiment t'a cassé la saoulé. tête. Ouais, ouais, je comprends. Mais sinon, non, le gaming, bah déjà, tu vois, j'ai été dans quelques équipes professionnelles, mais jamais non plus été dans les très grosses équipes professionnelles. Tu vois, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à l'époque où j'étais vraiment le plus fort, j'avais 15 ans, et il fallait avoir 16 ans pour participer aux compétitions IRL et pouvoir gagner des gros cash prizes. Typiquement, les premiers, ça s'appelle comment, les CGS, il me semble. Du coup, les championnats du monde de Clash Royale, les tout premiers, c'est en 2018. Et du coup, puisque je suis en 2003, j'ai 15 ans à cet âge-là, à ce moment-là. Et du coup, tu vois, typiquement, je me qualifie en demi pour les qualifs des Worlds. Et en fait, ils me demandent ma carte d'identité. Et du coup, je me fais dégager. Et en fait, tu rentres un petit peu dans un engrenage où, bah, déjà, de un c'est chiant parce que tu peux pas participer aux rounds compète. De 2 bah, il y a aussi des très forts joueurs qui arrivent et qui sont en vrai meilleurs que toi, si c'était objectif. De 3 tu as un jeu, Clash Royale, c'est l'un des pires jeux parce que Supercell, au bout d'un moment, ils sont vraiment arrivés dans Le un. créateur de Clash Royale, pour ceux qui ne Ouais, le savent pas. Supercell, ils sont vraiment arrivés dans un mindset très monétaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils mettaient une nouvelle carte dans le jeu qui était surcheatée, c'est-à-dire que la carte était beaucoup trop forte pour que tout le monde la paye et qu'elle soit indispensable à jouer pour derrière la nerfer. Ce qui fait qu'à chaque fois, on avait des métas un petit peu injouables. Donc, des métas, c'est la manière de jouer, on va dire, globale dans le jeu à un instant T. Et donc, en fait, bah, on prenait plus de plaisir à jouer parce qu'à chaque fois, il y avait une carte qui cassait tout, qui était pas plaisante à jouer avec des decks de plus en plus, on va dire, no skill. Et donc, même moi, je prenais plus de plaisir au jeu. Et donc, à ce moment où il n'y a plus de plaisir, plus d'envie et des mecs plus forts qui arrivent, bah, tu give up petit à petit. Et donc t'arrêtes. Et à quel moment tu décides de te lancer sur les réseaux? C'est au moment du Covid? Non, 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 non. Moment Covid, je crois que je mets TikTok un peu après. Et j'arrive sur TikTok et genre, c'est un monde qui est aux antipodes. Tu sais, je suis sur Twitch beaucoup. Twitch, c'est un peu l'endroit de la vérité, c'est l'endroit de la sincérité. Et j'arrive sur TikTok où, tu vois, c'est un contenu qui me correspondait pas du tout, qui correspond peut-être à des gens. Mais tu vois, où c'était beaucoup de danse, etc. Parce que à l'époque, c'était quasiment que ça, TikTok. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est pas un contenu qui me plaît, mais puisque c'est un contenu qui marche, bah tiens, je vais me servir de ça pour derrière montrer moi ce qui me plaît, à savoir les échecs. Et donc, j'ai commencé un petit peu à faire ce concept-là, de cut des vidéos et de mettre des échecs juste après. Il y avait un autre français qui le faisait à l'époque qui s'appelait Tactic Boy, il l'a fait un petit peu avant moi. Lui, il prenait des vidéos et il mettait, quand elle est 2000 Elo par exemple, il mettait une danse et après il faisait une partie en 1 minute. Mm. Et après, moi, j'ai Donc trouvé. concrètement, Ouais. pour ceux qui n'ont jamais vu tes vidéos comprennent, concrètement, toi, tes vidéos, il y a toujours une vidéo au départ un peu, entre guillemets, même un peu Ouais, drôle, ouais, ton point d'accroche, ou une meuf qui danse, peu importe, tu vois. ouais, ou quelqu'un qui parle de relations Quelqu'un qui amoureuses, parle de relations du amoureuses. fait qu'il a pris une douche hier, tu vois, des trucs comme ça. Et ensuite, très vite, ça twist sur toi en train de jouer. Ouais. Bah, en fait, je fais un peu l'effet de surprise, je coupe, je dis écoutez, on en a absolument rien à faire. Si la personne elle est restée là, elle s'attend pas à avoir des échecs derrière. Et puisque j'aime bien crier, bah, je pense que ça laisse un petit peu le public. Putain, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ses échecs et puis voilà. Et je C'est pense que vrai que tu mets beaucoup d'énergie. ouais, bah, parce qu'il faut, tu vois, en fait, la passion et l'impact que tu mets quand tu joues, il se retranscrit pas par la parole, parce que quand tu es face à un adversaire, tu parles pas. Donc, quand tu es face à simplement ton écran, bah, je peux montrer toute la passion que j'ai pour les échecs en criant et en me faisant plaisir, quoi. Et comment tu as renoué avec les échecs? Parce que on l'a dit dans ton histoire, il y a eu le moment où tu arrêtes parce que tu trouves que c'est pas assez cool, mais Ouais, tu arrêtes la compète, mais tu continues quand même de jouer en loisir. Est-ce que tu t'es coupé totalement des échecs? Et surtout, à quel moment tu retrouves le plaisir de jouer? je pense que pendant 5 ans, j'arrête complètement les échecs, donc jusqu'à mes 18 ans. Et après, je rejoue un petit peu sur internet, sans grande conviction, parce que ça me fait plaisir. Et, et plus je me mets à jouer, plus tu sais, ça devient le prétexte pour faire des vidéos parce que j'avais pas envie de montrer ma tête. Et du coup, puisque ça devient le prétexte, bah, au-delà des vidéos, je commence de plus en plus à jouer et je re-rentre un petit peu dans cette boucle infernale des échecs. En plus, sans travailler les ouvertures, tu stagnes vite. Du coup, c'est un peu, tu as l'impression d'être gappé alors qu'en fait, les échecs. C'est un truc où si tu veux passer des paliers, tu es obligé de travailler à un moment donné. Tu dois pas juste spam des parties, ça sert à rien de spam des parties. Donc tu as l'impression de stagner tout le temps, mais ça fait toujours plaisir de lancer des petites parties, donc je prends toujours du plaisir à ça, quoi. Et on te voit beaucoup rager d'ailleurs. Quand tu Oui, perds sur les parties, tu t'énerves, etc. Et c'est vrai que tu apportes un style qu'on avait jusque-là jamais vu
dans les échecs, parce qu'on a l'image des échecs, truc de gentleman, les deux mecs qui s'installent face à face, très silencieux, ils serrent la main à la fin, etc. Et là, on voit un mec gueuler, t'apportes les codes du gaming. J'avais l'impression de voir un mec qui joue à LoL, sauf que tu joues sur un échiquier. Je sais pas si c'est les codes du gaming ou si j'ai simplement rapporté Ta culture. plutôt ce qu'étaient les clubs d'échecs. Tu vois, Ah bon? l'esprit du club d'échecs. Savoir, tu joues, tu vois, ça se trash talk. Alors évidemment, on n'est pas en train de crier non plus de fou, tu vois. Mais c'est l'esprit de c'est un jeu, on a envie de défoncer l'adversaire. Il y a un petit peu comme dans le MMA, on parle pendant la partie, on déstabilise l'autre. Bon, pas dans des parties officielles, mais dans les parties de comptoir et de club. Il y a plein de jeux qui sont fun, typiquement le Blitz A4, tu vois. Et donc, ouais, j'ai vraiment rapporté ce que moi je vivais dans les clubs, ce que moi j'aimais du gaming, tu vois. Cette passion aussi, je suivais beaucoup le foot, j'aimais bien les commentateurs de foot. Et je me disais, mais putain, pourquoi les échecs, ça peut être très vite chiant à regarder, donc pourquoi est-ce qu'on n'apporte pas ça aussi dans les échecs, quoi. Mais t'as réussi à passionner les gens? Tu l'as senti? T'as senti un intérêt grandissant pour les échecs au fil de tes vidéos? Je sais pas si c'est particulièrement moi qui ai donné un intérêt aux échecs. Je pense que déjà, de un, c'est un système global de hype des échecs. Oui. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens dans la rue, des fois, qui me disent, mec, je me suis remis. Souvent, c'est je me suis remis. Il y a quand même beaucoup de gens, tu sais, qui ont commencé, peut-être toi, je sais pas si c'est le cas, tu sais, qui ont joué aux échecs quand ils étaient petits. Ouais. Et il y a eu le truc de, ah, là, j'ai envie de m'y remettre. Parce qu'il y a aussi eu le basculement de, les échecs sont devenus cool. Mm. Liés à plein de trucs qui sont arrivés Oui, bah récemment. Voilà. 2020, le jeu de la dame, Exactement. le confinement, un boom des échecs, puis des créateurs de contenu internationaux français qui se mettent aux échecs. Et puis ensuite, voilà, là, tout récemment, Inoxtag et ses tournois qui ont apporté une autre dimension aux échecs en France. Et est-ce que je me demande dans le renversement un petit peu de cette... tu vois, pourquoi les échecs sont devenus cool? J'ai aussi l'impression que là, on a toute une génération, tu vois, des gens qui ont à peu près mon âge, 20 ans, 25 ans, 22 ans, que ce soit chez les sportifs, chez les acteurs, etc., qui en fait, comme moi, comme toi, ont vécu et ont baigné dans un univers un petit peu geek. C'est ce que je Bien disais, sûr. tu sais, tous les losers d'hier, tous les geeks d'hier, c'est un petit peu maintenant Mmh. des gens qu'on va retrouver dans les différents milieux. Et puisque ces gens-là, qui bah, du coup vivaient de leur passion, maintenant sont exposés et vont dire, bah, tu vois, typiquement, le nombre de sportifs qu'on voit sur Twitch ou s'insérer dans le milieu du gaming, il y en a énormément. Et donc je Bah, pense dans qu'il y les a échecs, beaucoup je ça qui joue. comptais en parler parce que moi, c'est la passion de ma vie. Victor Wembanyama. Oui, Victor Wembanyama, j'ai vu qui, Lakers. voilà quoi. Là, en l'occurrence, il est pas aux Lakers, pas encore. Mais Victor Wembanyama, viens s'il te plaît à ce micro, on a des choses à se dire. Mais Wemby C'est un appel. qui joue aux échecs, Ouais. qui fait des Legos, qui en parle, qui s'en cache pas, Mm. qui a des passions de geekos total et qui les défend, Mm. qui revendique ces passions-là. C'est intéressant quand même. Jusque-là, c'était assez inédit. Ouais, bah, c'est vraiment ce truc de... On assume maintenant. C'est cool que tout le monde assume. Même Léon Marchand, bah, si on reste sur le truc des sportifs, Léon Marchand, il jouait d'échecs. Les frères Lebrun, dont on a parlé tout à l'heure, Il joue aux échecs. ils disent souvent qu'ils utilisent les échecs pour avoir plus une capacité à se concentrer. Et en plus, les échecs, vraiment dans le milieu sportif, il y a vraiment un truc lié à la concentration, à être capable de gérer ses nerfs, la mémorisation aussi. Ce qui fait que je pense que dans les années à venir, chez les sportifs, ça va être quelque chose de beaucoup plus répandu d'avoir les échecs en activité. Et même dans le milieu scolaire, on voit encore beaucoup maintenant de collèges, de lycées où il y a des échecs en option. Et je pense que c'est quelque chose qui même devrait devenir obligatoire, tellement ça a des vertus autant sur la mémorisation, sur la visualisation de schémas et sur la logique en tant que telle aussi. Et on le disait en début de conversation, tu disais que t'as pas toujours été à l'aise avec toi-même. Ouais. Est-ce que les échecs t'ont permis d'avoir confiance en toi? Est-ce que les échecs m'ont permis d'avoir confiance en moi? Euh, je pense que le biais qui est fait par beaucoup de gens, c'est que les échecs, c'est un sport de personnes qui sont intelligentes. C'est-à-dire que si tu es intelligent, tu seras fort aux échecs. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lié le fait que j'étais fort aux échecs au fait que je sois intelligent. Et du coup, ça m'a pendant longtemps persuadé que j'étais intelligent, ou en tout cas que j'étais plus intelligent que la moyenne. Et du coup, je m'étais pas mal créé cette confiance vis-à-vis de ça. Mais après, sur les autres domaines, ça n'a pas eu d'impact, quoi. Parce que la confiance en soi, il n'y a pas que sur l'intelligence. Mais je me suis toujours senti vachement capable de réussir dans des domaines qui demandent de la logique et dans les domaines scolaires, grâce aux échecs, ouais.
Parce que les échecs, c'est aussi un sport, une discipline où tu passes ton temps à régler des problèmes auxquels tu es confronté. Donc dans la vie, c'est intéressant. Mm. C'est ouais, t'as un problème. En plus, il y a une réponse qui est objective, c'est ça qui est cool. Tu vas regarder maintenant avec l'ordinateur qui est beaucoup plus fort que l'humain. Tu peux te rendre compte que tu t'es trompé, que là il y avait tel meilleur coup, tel meilleur coup. Et à la fois, les joueurs d'échecs ont un ego surdimensionné parce que truc de c'est un jeu d'intelligence, mais en même temps, ça rend hyper humble parce qu'en fait, aux échecs, tu perds pas parce que par chance. Il n'y a pas de chance aux échecs quand tu perds. C'est forcément l'autre qui a été meilleur. Non, mais sur la confiance en soi, clairement, ça aide. Oui. Clairement, ça a aidé. En tout cas, sur une partie de la confiance en soi. L'autre partie, c'était sur le rapport à ton image. Mm. Justement, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand tu as posté ta gueule pour la première fois en vidéo, tu t'es dit quoi? Je me suis dit que j'allais me faire vanner. Et tu t'es fait vanner? Non. Et j'étais surpris. J'ai vraiment T'étais été un peu surpris. dégoûté ou pas? Non, mais je pensais, en fait, pour moi, Internet, c'était méchant dans tous les cas. Ouais. Et j'ai eu, tu sais, j'ai vu tous les fast reveals. Il n'y a jamais un fast reveal qui se passe bien. Mm. S'il est fait trop tardivement. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à le faire rapidement. C'est que j'avais en tête, en fait, t'as beau être beau gosse pour les standards de la société, ou moche, ou ceci, cela, qui sont des mots en fait qui veulent un petit peu rien dire, mais dans tous les cas, les gens se font une image de ce côté. Ils Totalement. t'imaginent blond, ils t'imaginent brun, ils t'imaginent noir, ils t'imaginent Totalement. blanc, tu vois, ils peuvent t'imaginer comme ils veulent. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait très rapidement, ce fast reveal. Tu vois, je l'ai fait avant d'avoir trop d'abonnés. Et donc ouais, j'étais content. Genre les gens ont eu de très bons retours, mais je pense parce que justement j'avais montré ce que je faisais, à savoir les échecs avant. Et donc on m'a connu peut-être pour ma personnalité avant de connaître mon physique. Et du coup, puisque les gens aimaient bien le truc des échecs et tout, bah quand j'ai montré ma tête, ils n'ont pas été particulièrement méchants. Et donc c'est cool. Bah maintenant je me prends des vannes, mais tu vois, au début c'était, j'étais choqué d'internet, tu vois. Moi je voyais vraiment internet comme parce que j'ai beaucoup connu Twitter, comme tu l'as dit, c'est vraiment le pire du pire. Mais je me suis dit, je suis condamné à prendre ma sauce au début, quoi. Moi, j'avais une question sur ta bascule petit à petit dans le monde de la création. Mm. C'est que là, on te voit parfois faisant des vidéos qui ne sont pas des vidéos d'échecs. Ouais. Pourquoi? Euh, À quel moment tu as eu l'envie, voilà, de te dire, bah, j'ai aussi envie de proposer autre chose? j'ai toujours eu l'envie de faire autre chose que des échecs. Enfin, de pas faire que des échecs. Parce que je savais qu'à la longue, ça allait me gaver. Euh, et aussi parce que je voyais la limite du concept de crier je suis le god des échecs avec une partie, enfin avec quelqu'un que je coupe avant. Et du coup, je me suis dit bah, très rapidement, tiens, réfléchis à d'autres choses que tu as envie de faire. Et donc, bah, j'ai fait d'autres contenus. Au début, il me semble que c'était sur les études de droit pas mal. Et tu fais de l'humour aujourd'hui, Ouais, je fais de principalement. l'humour en général et en fait, bah, tout ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire que j'ai envie de Mais tester quelque pourquoi? chose Parce que demain, t'es je le un fais. mec marrant de base? Bah, je C'est sais pas. l'humour au centre de ta life ou c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement? Je sais pas si je suis marrant, mais ça a toujours été au centre de ma vie parce que, parce que je me suis toujours construit là-dessus. C'est-à-dire que j'existais en faisant des blagues quand j'étais petit. Tu me demandais quel type d'enfant j'étais à l'époque. Maintenant, je te répondrai que j'étais celui qui s'en sortait bien à l'école, qui pendant longtemps était fier d'ailleurs de s'en sortir bien à l'école. Tu vois, d'être dans les premiers de la classe. Mais qui faisait quand même des blagues qui étaient cool, etc. Vis-à-vis de ça. Le pire élève possible pour les profs, quoi. Un Le petit bon peu. élève qui écoute, qui suit, qui peut avoir réponse à tout, mais qui fait des vannes au premier rang. Mais justement, mais au bout d'un moment, justement, j'en ai eu marre tu sais, d'avoir cette image un petit peu de faillot ou de Mm. premier de la classe où j'ai commencé à détester ceux qui étaient premiers de la classe parce que les gens en fait me détestaient quand j'étais premier de la classe et donc enfin j'ai jamais été premier de la classe mais en tout cas dans les meilleurs élèves tu vois de mon petit bahut. Euh, Bah d'ailleurs petit à petit j'ai complètement changé, je suis juste devenu un petit peu le clown de la classe qui s'en sortait bien en étant un peu au-dessus de la moyenne
toujours en fichant absolument rien, mais en montrant à quel point les cours ça l'intéressait pas. Alors que des fois, tu vois, ça m'intéressait, mais tu vois, pour faire le mec un petit peu différent, pour faire le mec détaché de tout ça, et pour montrer que, regardez, moi, j'ai même pas besoin de travailler, et pourtant je m'en sors super bien. Et en fait, je pense, encore, je l'analyse encore aujourd'hui comme ça, qu'il y avait une énorme peur de l'échec aussi. Parce que si tu te donnes à 100% dans quelque chose, que ce soit dans le domaine scolaire par exemple, et que tu n'arrives pas à être premier de la classe si tu te fixes cet objectif-là, bah déjà de un, ton intelligence, elle en prend un coup parce que tu as l'impression que tu n'es pas intelligent, parce que tu lis ça à l'intelligence. Et en fait, je m'étais toujours dit, je préfère, en tout cas, je me suis inconsciemment, je pense, euh, me dire que j'ai le potentiel d'être premier, mais pas aller au bout de ce potentiel, faire des blagues, faire autre chose, et d'aller au bout de ça et de voir si oui ou non j'étais limité. Mais c'est drôle comme réflexe parce que tu es un enfant qui s'est construit sur la compète. D'abord aux échecs, ensuite dans Clash Royale. Tu as toujours fait, d'une certaine manière, de la compétition le moteur et de l'idée d'être meilleur que les autres, le moteur de ta vie. Donc pourquoi pas dans les études? Mais parce que dans les études, je le liais vraiment déjà à une perspective de carrière. D'accord. Donc je voyais vraiment mon avenir comme si, tu vois, je me donne à fond maintenant. Bon, bah, je suis même pas le meilleur de mon lycée. Qu'est-ce que tu veux que je sois Président de la République. président de la République, tu vois. Euh, donc ouais, je le liais beaucoup plus à l'intelligence et ça m'impliquait beaucoup plus. Et donc j'avais énormément peur d'échouer au niveau scolaire. Et encore aujourd'hui, et en fait toute ma scolarité, j'ai eu peur d'échouer au niveau scolaire. Et toute ma scolarité, je m'en suis bien sorti en faisant pas grand-chose parce que je me disais dans ma tête, bah, si je fais quelque chose, je serai meilleur. Alors qu'en fait, factuellement, c'est faux. Parce que je suis incapable de travailler, j'ai pas la force de travail que la plupart des gens ont. Et je respecte énormément les gens qui ont la force de travail dans le domaine des études parce que moi, je l'ai pas. Et je sais pas si je l'aurai un jour, mais Tu as participé récemment au tournoi d'Inox. On en parlait en début d'entretien. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de visibilité? Tu le sens concrètement ou pas? Ouais, je pense que je le sens. Mais avant de parler de visibilité, j'aimerais surtout parler de ce que ça m'a apporté en termes d'expérience. Parce que quand même, moi avant tout, tu vois, quand j'y vais, si je me dis déjà trop cool, les échecs vont être mis en avant. Il y avait déjà eu Bien l'édition 1, sûr. j'avais regardé, je trouvais ça trop cool. Et de deux, je me dis, moi, c'est aussi un test de voir est-ce que je suis capable de commenter, est-ce que voilà, est-ce que tu vois, l'audience à plus grosse échelle va m'apprécier tel que je suis, tu vois. Et je m'étais même mis en question, ah ouais, putain, est-ce que vraiment je dois commenter comme je commente? Imagine les gens, ils aiment pas, et je me dis, mec, t'as toujours fait comme ça fait partie de toi, et fais ce que t'as à faire, et te pose pas de questions. Et paradoxalement, j'y suis vraiment allé sans stress, ça s'est hyper bien passé, il y a eu de trop bons retours des gens, j'ai passé un super moment, c'était vraiment une expérience vraiment cool, enrichissante, même de voir, tu vois, des plus grosses régies, de voir ce que ça donne à un autre échelon en termes d'organisation et tout. Et après, en termes de visibilité, bah, je pense que ouais, je l'ai pas vu en termes de stats directement, juste j'étais déjà en grosse croissance, donc j'ai pas vu un pic en mode il y a eu un très gros truc, mais j'ai senti bah, déjà que ça m'a rapporté, tu vois, plus de contacts dans le milieu, peut-être plus de légitimité aussi. Et puis, ouais, des gens qui te parlent des échecs. Mais je pense que ce tournoi-là, en fait, il était déjà quand même pas mal regardé par des gens qui étaient un peu de loin ou de près intéressés par les échecs. Tu penses? Ah, ça m'intéresse ça pour le coup. Ah Parce que ouais, moi tu je l'avais pas penses? du tout vu comme ça. Ok, Moi pour le coup, je pensais que c'était la communauté d'Inox ouais, qui découvrait les échecs. J'avais l'impression, vu le niveau de pédago ouais. que vous avez tous fait pendant la compète. Ouais, ouais, si, certainement, ouais, il y a dû y avoir quand Toi, même tu penses que un. c'était suivi? Bah après, ce serait logique que les amateurs d'échecs le suivent aussi, hein. Mais oui, forcément, en fait, ça m'a rapporté une nouvelle communauté. Mais si tu me demandes, est-ce que j'ai senti, tu vois, un truc en mode oh, waouh, d'un seul coup, Oui, il y dans a un la gros rue, changement. soudainement, il n'y a pas eu les Non, gamins fans d'Inox il y a qui pas t'ont eu un couru gros après, quoi. boom. Tu vois, c'était comme d'habitude à peu près, tu vois. Donc voilà. Mais je suis sûr que ça m'a rapporté énormément de visibilité, mais je l'ai pas ressenti directement. Mais voilà. Et c'est quoi la suite pour toi? Tu me poses une question auquel même moi j'ai Parce que pas je de sais que tu te poses la question en réponse. ce moment. Tu as posté une vidéo il y a quelques jours là-dessus, sur la suite de ta chaîne YouTube notamment. Euh, mais tu te projettes dans quoi? Est-ce que petit à petit, tu vas lâcher les échecs et tu vas démarrer un nouvel arc, pour reprendre le langage des créateurs de contenu? Ou est-ce que les échecs t'accompagneront toujours? Les échecs sont toujours là, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de débat. Parce que ça fait partie de ma vie et ça fera toujours partie de ma vie.
Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai, tu vois, typiquement la natation, j'en ai fait beaucoup aussi. Je sais que ça fera toujours, je peux toujours aller nager demain, je peux Mmh. toujours, dans 10 ans, me retrouver à faire un petit peu des petites longueurs dans un 25 et même si tu as perdu ton niveau, tu gardes toujours le plaisir. Mais pour ce qui est du futur, bah déjà, il me fait peur parce que on sait pas de quoi il est fait. Parce que là, concrètement, justement, tu disais: «J'avais peur de montrer ma gueule parce que j'avais peur, de brusquer d'éventuels clients ou un éventuel patron». Là, aujourd'hui, tu montres vachement ta gueule. Donc, est-ce que c'est parce que aussi tu te vois, comme créateur de contenu sur le long terme? C'est une carrière que tu envisages vraiment aujourd'hui? Créateur de contenu sur le long terme, je sais pas. En tout cas, je sais que pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, sur le long terme, j'ai juste envie. Je sais que les métiers d'exposition, j'aime bien ça. C'est-à-dire que j'aime bien prendre la parole, j'aime bien être sur le devant de la scène, parler, écrire et mettre surtout en place mes idées créatives et réussir à les mettre en place. Donc, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Pour l'instant, ça passe par la création de contenu et je pense que ça passera encore un bon bout de temps par la création de contenu. Donc que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, pas mal. Toutes les idées un petit peu qui émergent à gauche à droite. Tu vois, à un moment donné, je m'étais posé la question de je suis trop productif et je prenais pas assez le temps d'être créatif. Là, j'ai fait un petit peu l'inverse et j'ai repris littéralement toutes mes notes que j'avais sur mon téléphone et j'ai fait putain ça comme idée. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'idées que ce qu'on pensait. C'est juste on prend pas le temps de les étirer et de vraiment les mettre en place. Mais sinon, moi, non, à long terme, j'aimerais vraiment un petit peu aussi le milieu du cinéma. J'ai toujours voulu réaliser, créer un film. J'ai toujours voulu aussi écrire un livre. Jouer? Jouer aussi, ouais. Mais jouer pendant longtemps, j'ai pas du tout eu confiance en mes talents d'acteur. Peut-être, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais jouer, je sais que j'ai pas très confiance en moi à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui est à travailler. Et aussi dans l'acting, en fait, ce qui est difficile, c'est que là où sur, tu vois, beaucoup de choses où je suis nul, je peux m'entraîner en cachette. L'acting, tu es obligé de t'entraîner devant des gens. Et du coup, tu as vraiment le truc où tu es vulnérable complètement. Et j'ai beau te dire que je suis passé au-delà du regard des gens, c'est quand même un step qui est difficile pour moi de... Parce que je sais que je passe vraiment des fois pour un énorme gogol au début parce que j'ai vraiment une phase où je ne comprends rien. Tu vois, dans beaucoup de sports, je comprends rien. On a l'impression que je fais exprès limite. Et en fait, dès que j'ai le déblocage, ça va plus vite. Je sais pas, je dis pas que ce sera ça Mais dans c'est l'acting, mais échouer ça me en fait peur. public qui te fait flipper? C'est le Ou c'est jugement des d'échouer tout autres. court? Ah, c'est le jugement des autres. Ouais, c'est le jugement parce que quand j'échoue seul, ça, je me dis, bah en fait, j'ai confiance en moi. Je vais, en fait, de voir les autres qui me voient échouer. Peut-être que, en fait, j'ai peut-être envie de renvoyer une image de mec qui réussit dans tout aussi, peut-être sans le vouloir. De montrer, haha, je réussis tout facilement, alors que le nombre de trucs que je rate, le nombre de trucs où je suis pas bon, on en compte beaucoup plus que les trucs où je suis bon. Mais, euh, mais ouais, donc ça, c'est un truc aussi à terme. Et après, tous les projets, je pense de traverser de la Manche à Ah la oui, c'est ça un nage. truc que tu veux faire. Tu veux Ouais. traverser la Manche à la nage. Repousser mes limites aussi dans, bah, typiquement faire un marathon. Mais faire un marathon comme objectif, c'est quand tu te dis j'ai envie de faire la Manche, qui est l'équivalent en natation de la course à pied. Tu te dis, ah, un marathon, c'est pas assez, mais déjà commencer par un marathon un jour et tester plein de choses. Tu vois, pendant longtemps, je me suis mis, tu vois, je fais que de la natation en termes de sport. Voilà, j'ai découvert le tennis, enfin, le plaisir de jouer avec quelqu'un. Tu vois, il y a la notion de jeu que j'ai pas eu dans la plupart des trucs que j'ai fait, en réalité. Tu vois, les échecs, je te disais, c'était un problème. C'était beaucoup des problèmes, mais quand j'étais en mode compétitif, c'était pas un plaisir de jouer aux échecs. D'accord. La En compète, natation, tu c'était prends pas pas de plaisir, c'est intéressant. J'ai beaucoup de stress quand je suis en compète. Tu prends du plaisir après et t'es soulagé. Tu prends pas tant de... T'as de l'adrénaline qui te donne du plaisir, mais c'est quand même un stress immense, donc il y a une compensation, je trouve, qui se fait, il y a une balance. Et d'ailleurs, en parlant des échecs, j'avais une question que je voulais te poser absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur qui est vraiment très 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 nul aux échecs et qui a envie de progresser, qui en a marre de se faire éclater sur, On a sur marre de se chess.com? faire éclater. Bah, je lui dirais, déjà de continuer à prendre du plaisir à jouer, parce que sinon il va pas durer longtemps pour se buter aux échecs. Ensuite, bah, qu'ils prennent le temps de faire des exercices plutôt que juste de jouer. C'est ça, il faut passer par la phase apprentissage et exercice pratique. Ouais, mais les exercices, il y a vraiment un truc ludique, je trouve, dans les exercices. C'est-à-dire que tu te mets face à une position, c'est un problème et tu dois le résoudre. C'est vrai que si t'aimes pas les exercices, déjà, je pense que tu aimeras encore moins les ouvertures et ça va être complicado. Donc, ça va être complicado de progresser, mais tu peux quand même continuer à jouer. Donc, ouais, faire beaucoup d'exercices tactiques. Travailler ensuite, c'est final.
C'est hyper important les finales. Et ensuite, dans un dernier temps, les ouvertures. Les ouvertures. Parce que c'est que de la théorie et c'est un peu plus rébarbatif, on va dire. J'ai une dernière question. Oh, Tu vas-y. fais bien de te positionner comme ça parce que tu vas comprendre. C'est quoi ton plan pour être président de la République? Mon plan, bah là, il est un peu compromis depuis que je suis créateur de contenu, du coup. Quoique, tu me diras, il y a Dans des. 30 ans, tout le monde sera créateur de Dans 30 contenu. ans, Ce sera même un avantage. tout le monde aura oublié. Euh, Bah en fait, j'ai plus de plan maintenant pour être président de la République. C'est plus du tout quelque chose qui me plaît. Bah en fait, c'est simplement déjà parce que j'ai pris en maturité pour me dire que c'était pas quelque chose de fait pour moi. Mais Déjà qu'est-ce qui de te 1. plaisait à l'époque? C'était justement le côté être le Je pense que meilleur. après être numéro 1, C'était ouais. numéro un. Être numéro 1, t'es la personne la plus importante du pays. Et je me disais, les gens vont tous voter pour moi, alors que factuellement, personne n'aurait voté pour moi. Enfin, en tout cas, tu vois, je me disais comme si c'était une évidence que ça allait voter pour moi et que j'étais un peu le main caractère. Et en fait, bah, juste, tu sais, au bout d'un moment, déjà, de 1, tu te rends compte de la difficulté du truc, que ça va être 5 ans où la personne, elle fait que ça. Et surtout, en fait, j'ai un manque de base culturelle sur l'économie qui est juste criant, en fait. J'ai trop de manque de base, j'ai trop de lacunes. Et donc, en fait, il me faudrait des années et des années de travail pour ça. Donc, mais en fait, dans le truc de président de la République, il y avait Tu la veux pas volonté de changer tryhard le monde. le président de la République? Non, 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 parce qu'il y avait, en fait, il y avait une volonté de changer le monde, en fait. Et je pense que changer le monde, j'ai envie de le faire maintenant en tant qu'artiste, en tant que, tu sais, personne qui écrit, on peut changer le monde aussi comme ça. C'est à travers des films qui vont marquer toute une génération qu'on peut aussi changer les mentalités. Moi, au début, je pensais qu'on pouvait changer les mentalités qu'en faisant passer des lois et en étant le petit leader tout en haut. Maintenant, j'ai plus cette vision-là. Et puisque j'ai l'aspect créatif qui me plaît, bah, j'ai envie de changer le monde à ma façon et de cette manière-là. Merci, Théo Fulpin. Merci, Redouane, Merci, pour l'invitation. Gartin59. Merci. Le GO des journalistes. Vous venez d'écouter un vrai. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.